Pour ce canapé littéraire qui consacre le mois d'avril et qui reçoit pour vous, pour notre plaisir à nous tous, quelqu'un qu'on ne présente plus, parce que tellement connu du paysage médiatique béninois, M. Alagbada Noël, que nous avons eu ainsi l'honneur de recevoir autour de sa publication intitulée « Du Dahomey à la République du Bénin, la tumultueuse chronique de la construction de l'État de droit », publié chez Christon Éditions à Cotonou, qui s'étale sur environ, je dirais, 160 pages. Voilà, donc ce soir, je suis bien entouré de ces deux personnalités. Mais avant, je vais nous inviter à occuper les places de devant pour l'harmonie, la beauté des images. Nous saluons ici la présence du président de la HAC, qui nous fait ainsi l'honneur d'être là. Je vais commencer par installer le décor en m'adressant d'abord au préfacier de ce livre qui nous réunit. Je rappelle le titre, « Du Dahomey à la République du Bénin, la tumultueuse chronique de la constitution de l'État de droit ». Et dans la préface, vous surfez sur le qualificatif historien de l'instant, qu'on pourrait rapprocher à l'historien tout court. Voilà. Et je voudrais bien, en guise de préfacier, que vous reveniez sur cette démarche que le doyen a eue en publiant ce livre. Est-ce qu'il faut l'assimiler à la démarche de l'historien, avec toutes les méthodologies de recherche que cela regorge, ou bien il faut l'assimiler aux journalistes investigateurs? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut l'assimiler à la démarche du journaliste investigateur. Parce que, comme vous l'avez dit, si on se mettait, on appréciait selon la perspective de l'historien, on soulèverait des questions de méthodologie, des questions de, je dirais, critères d'analyse et d'appréciation, n'est-ce pas, des faits du passé. Mais de mon point de vue, lorsqu'il s'agit de contribuer à inspirer la démocratie, on a besoin de toutes les perspectives. Lorsqu'on veut s'inspirer du passé pour construire l'avenir dans le processus de consolidation de la démocratie, on a besoin de toutes les perspectives. On a besoin des perspectives des témoins, comme les journalistes d'investigation. On a besoin de la perspective des acteurs qui ont été impliqués, n'est-ce pas, dans le processus d'évolution de nos pays depuis les indépendances ou même avant. Et donc, de ce point de vue, moi, j'apprécie de façon, avec beaucoup de sérieux, l'initiative de M. Alagbada et ce qui justifie que de façon spontanée, vous pouvez vérifier avec lui, quand il m'a proposé d'écrire la préface, je vais accepter de façon spontanée parce que pour moi, il faut encourager tous ceux qui nous aident à comprendre le chemin que nous avons parcouru jusque-là, de façon à ce qu'on avance avec des pas fermes vers l'avenir. Vous savez, en démocratie, il n'y a pas d'école de formation des peuples en démocratie. La démocratie s'apprend par la pratique. Et une partie de l'apprentissage vient des témoignages de ceux qui étaient là quand le processus a commencé ou quand le processus s'est poursuivi. Et de ce point de vue, je suis content et honoré d'être ici. Alors vous, en tant que politologue, quelle serait ou bien quelle est la résonance de cet ouvrage dans le paysage politique béninois actuel? Quand vous consultez l'histoire politique du Bénin, vous savez très bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, pour moi, la première chose, la première leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, des Béninois ou les Béninois peuvent avoir des raisons d'être fiers de l'exercice que nous sommes en train de faire. Vous savez, entre 1960 et 1972, il y avait une seule législature au Bénin qui a fini son mandat.
Je dis, mais il n'y a pas un seul parlement qu'on a élu qui a fini son mandat. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e législature au Bénin. Nous sommes au 5e président de la République. Nous avons organisé 7 élections présidentielles. Et donc, je pense que pour quelqu'un qui a connu l'histoire politique du Bénin, je crois que nous pouvons regarder derrière et se dire, oh, c'est comme si on a peut-être tourné le dos à des turbulences que nous avons connues par le passé. Ce qui ne veut pas dire que l'avenir sera tranquille. Ouais. Ça veut dire que nous aurons des défis à la mesure des situations dans lesquelles nous sommes en ce moment et nous allons trouver les moyens de les surmonter. Parce que ce que cette histoire nous rappelle aussi, c'est qu'on a réussi. Vous vous rappelez qu'en Afrique, on a été le pays qui a essayé ici d'avoir un triumvirat à la tête de l'État. Où on a pensé que bon, il faut mettre les 3 leaders pour qu'ils soient présidents. Peut-être que ça peut nous aider à apaiser les démons qui nous habitaient en ce moment. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé les régimes militaires. On a essayé, on a vu que bon, maintenant, ça ne nous convient pas. On a choisi autre chose. Et donc, moi, je regarde derrière en me disant, nous avons vaincu beaucoup de choses. Et c'est bon pour un peuple de savoir qu'il a les ressources pour affronter les défis auxquels il a été confronté. Et bon, merci beaucoup, Monsieur Tosavi. Et je peux vous raconter une anecdote comme ça, et je pense que c'est au lendemain de la conférence nationale, et on était en train de partir du côté de... On traversait Porto-Novo. Et j'avais dans la voiture à côté de moi un jeune collègue qui me disait, mais... comme vous le dites, bon, doyen, mais je pense que ce n'est pas ce que je suis là ici. Il me dit, mais doyen, monsieur le président Apiti, mais où est-ce qu'on l'a enterré? Et boulevard Sucléon, on venait juste de traverser le boulevard de sa maison. Il a dit au chauffeur de s'arrêter, de faire demi-tour. Et arrivé là-bas, j'ai dit, voilà sa maison, et il y a son mausolée à l'intérieur. Il n'en revenait pas. Et l'armée pratiquement a été entraînée à son corps défendant à rentrer dans la vie politique. En tout cas, c'est mon analyse à moi, à son corps défendant. Pourquoi? Parce que en 1963, maintenant on dit que c'était un coup d'État. Bon, un coup d'arrangement, moi je peux même dire un coup d'arrêt à une dérive. À une dérive déjà à ce moment-là. Vous m'avez dit de remonter en 1958 au référendum, bon, qui a donné le oui ici pour la création de la communauté franco-africaine. Je ne sais pas s'il y a des professeurs d'histoire dans la salle. Est-ce que cette étape de notre histoire est bien connue? Le 4 décembre 1958, c'est la République du Dahomey dans le cadre de la communauté franco-africaine. Et cette République a été proclamée par qui? Par le premier député indigène du Dahomey, Suruga Apiti. Bon. L'histoire voudrait qu'à l'indépendance, c'est lui qu'on retrouve à la tête de l'État, comme ses autres collègues, parce qu'au Niger, où j'ai grandi, Djori Amani a proclamé la République le 18 décembre. Et il prend la tête de l'État. L'État. Et je pense en Côte d'Ivoire, j'étais au Fauboigny, le 7 décembre là-bas. Et dans le temps, dans l'ancienne Haute-Volta, c'est Maurice Yamego. Bon. Mais dans le cas du Dahomey, en 1960, ça commence déjà. Les jeux de combinaison ont commencé. Apiti n'a pas pu se retrouver à la tête du premier gouvernement. La combinaison gagnante, c'est Hubert Maga, bon, qui s'était allié à un moment donné à Apiti, mais au niveau de l'Assemblée, il n'a pas pu passer. Donc, c'est lui qui est devenu le premier président de la République et qui a formé le premier gouvernement avec Apiti.
comme vice-président avec un ministère. Et les deux partis se sont fusionnés pour donner le parti dahoméen de l'unité, PDU. Bon, chemin faisant, en 1963, avec déjà les problèmes qui se posaient pour le jeune État, problèmes économiques, de gouvernance, il a commencé à avoir une crise entre les deux. Parce que si vous suivez la trajectoire d'Akwiti, vice-président, il a changé de poste plus de trois fois dans le gouvernement pour finir même par être envoyé comme ambassadeur du Dahomey en France. Donc on l'a éloigné du pays. Donc les problèmes ont commencé là. Donc les problèmes économiques aussi s'étant agglutinés à ça, donc le régime ne tenait plus. Donc il y a déjà une crise économique qui a commencé, les syndicats qui gagnaient la rue, et puis bientôt ils ont eu ce qu'ils ont appelé l'affaire Boïki. Mais à ce moment, Tometi était où à Romanébé? Tometi, il a été président de l'Assemblée, mais aux élections, parce qu'il était président de l'Assemblée, en 1959, c'est lui qui était le président de l'Assemblée. Donc c'est lui qui a conduit les élections qui ont donné ce gouvernement-là. Mais rapidement, il s'est retrouvé dans l'opposition parce que les premières élections qui ont suivi l'indépendance, son parti a perdu la majorité. Donc il s'est retrouvé dans l'opposition. Il a même été arrêté. Il a fait la prison. Donc lui, c'est l'opposition. Et maintenant, c'est Maga et Akwiti qui ont formé le PDU, comme je le disais, qui dirigeait le pays. Donc, Ahmadou était dans l'opposition. Voilà. Très bien. On va venir sur tous ces points-là et je me retourne vers M. Rompé. Dedans, vous disiez que la qualité aussi de cette production, c'est l'accessibilité de la langue. C'est-à-dire qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, tout le monde s'identifie. Moi, je témoigne, c'est un livre que j'ai lu 3 fois, mais d'affilée. Personnellement, j'attache du prix à la capacité de tous ceux qui interviennent dans la délibération autour de la gestion des affaires de la cité, d'être accessible à tous les citoyens, quel que soit leur niveau. Moi, je suis content quand, après une intervention, je vois un gars de vélo le lendemain qui me dit « Ah, j'ai compris ce que tu as dit hier, c'est ça le truc. » Donc, mais on peut, si vous voulez, utiliser des langages très châtiés, oui, très sophistiqués, mais rester simplement entre quelques personnes qui vont se comprendre. Et donc, de ce point de vue, je salue vraiment l'effort de M. Alagwada d'avoir écrit un document très facile à lire. Alors, on sait dans notre pays la difficulté liée à la documentation quand on est dans une posture de chercheur. Alors, comment vous avez organisé tout ça? Oui, je vous remercie. Pour ce qui concerne la documentation, c'est difficile à trouver. Oui. Mais je dois vous dire que moi-même, je me suis d'abord constitué une documentation personnelle. Puisque, je peux le dire maintenant, disons que le journalisme m'a arraché et à la profession à laquelle je me destinais, c'est-à-dire professeur d'histoire. Et c'était ça au départ. Mais entre-temps, quand j'étais en terminale, il y a eu cette opportunité et je suis parti. Bon, disons que j'ai l'habitude de conserver. Mais je pense aussi qu'il y a quand même un minimum en matière de documentation dans notre pays. Et les gens ne se rendent pas compte. Et aux archives nationales, si vous allez, il y a un fonds quand même de documentation, c'est pas que je l'ai fait la publicité, assez importante sur l'histoire politique de ce pays à travers justement les journaux de l'époque. Oui, je veux parler de l'Aube Nouvelle,
et même le Dao Express, pour la période qui concerne les années 60 à 70, où j'ai concentré l'essentiel de mes recherches pour comprendre, disons, la chronologie, comment les choses se sont passées et quels sont les comptes rendus qu'en ont fait mes aînés, mes défensiers. Et je vous assure que j'ai trouvé beaucoup de renseignements. Il y a aussi les contacts en tant que journaliste que j'avais avec certains acteurs de la vie politique de ce pays. Et en tant que journaliste, je pense que ça c'est important. Les contacts que j'ai pu avoir avec eux, soit directement, soit avec des personnes, disons, interposées. Bon, je dois dire aussi que, il faut le dire, que mon passé de... Vice-président? Pas le vice-président, non, là, le vice-président, là, c'est encore ça. Disons qu'en tant qu'élève, j'ai été militant de l'UGET. Ok. J'ai été militant de l'UGET au lycée Béhanzin. Et quand vous parlez du lycée Béhanzin, ceux qui connaissent, à l'époque, il vous suffisait seulement de traverser le stade pour vous retrouver à l'Assemblée nationale de l'époque. L'Assemblée nationale de l'époque, pour ceux qui ne savent pas, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la médiature. La médiature. La médiature. C'est là qu'il y avait l'Assemblée. Et nous, en tant que jeunes lycéens, il nous arrivait souvent, à cette époque-là déjà, de faire un tour à l'Assemblée pour suivre les débats. Bon, tout ça, bon. Après, ça m'est revenu. On a suivi même des phases de l'histoire du pays. En direct, on peut dire. Je me rappelle encore quand, après, disons, le retour des civils au pouvoir en 1964, et quand ça a commencé encore à avoir des problèmes entre eux, où le duo qui était au pouvoir en ce moment, qui était à Piti et à Omadébé, commençait à avoir des problèmes. Ce qui se passait à l'Assemblée, pour les départager, nous, en tant qu'étudiants, on suivait ça en direct pratiquement. Donc, je vais dire que pour ce qui concerne, disons, mes sources, ma documentation, oui, c'est là. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit aussi, j'ai cherché aussi. Oui. J'ai cherché aussi. J'ai pris le temps de chercher parce que ce livre devait sortir, hein, malgré que, bon, c'est pas... Non, ça devait sortir il y a 2 ans. Mais il fallait les recherches. Il fallait affiner les recherches pour que tout ce qui est dit dedans, au moins, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que comme il a dit, je n'ai pas écrit, je l'ai dit, je n'ai pas écrit un livre d'histoire. Je n'ai pas écrit un livre d'histoire, mais j'ai voulu témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai constaté, pour, disons, laisser aussi quelque chose, parce que je dis souvent à certaines personnes que, bon, quand est-ce que nous aurons l'histoire générale du Bénin? Très bien. Quand est-ce qu'on aura l'histoire générale du Bénin? Parce que ça, c'est un défi encore. C'est-à-dire l'histoire générale d'un pays, ça ne peut s'écrire que par les enfants du pays et les intellectuels du pays. Tout ce que les autres nous ont laissé, c'est eux qui ont écrit l'histoire. Parce que moi, j'ai parlé de Cornevin dans mon livre. Bon, ça, c'est leur histoire, ça. C'est l'histoire qu'ils nous ont laissé. Très bien. Nous-mêmes, maintenant, chacun doit pouvoir apporter sa pierre pour écrire cette histoire-là. C'est dans ce sens que moi j'ai fait ce travail. On était au bord de la création d'une nouvelle république à Tabor. À Tabor. C'est pas qu'on tendait. On y allait. On y allait. On y allait. Dans la division du pays. Du pays. Parce que des gens ont eu... Bon, vous avez sorti le mot. Atakora. Borgou. Borgou. À Tabor. À Tabor. Donc, vous voyez déjà,
À un moment donné, il y a eu, et ça, il faut le rappeler, il y a eu, et ce qui est frappant, ce n'est pas en tant que tel les hommes politiques qui l'ont dit comme ça. Ce sont les populations ou bien des jeunes intellectuels qui ont dit, puisqu'on en est arrivé là, il vaut mieux que nous nous retirions pour créer notre pays. Bon, ça n'a pas été loin parce que en ce moment-là déjà, je vous ai dit que l'armée a dû rentrer dans le jeu politique. J'ai dit à son corps défendant, mais c'est les éléments qu'ils vivaient eux. Parce que l'armée, dans ce monde-là, c'était un autre monde, et ils sont dans leur caserne. Mais ils observent tout. Et je pense que 63, 65, et en 67 même, il y a eu, disons, un coup d'État à l'intérieur des casernes. Parce qu'en 65, quand Soglo est revenu, le général Soglo est revenu, en tant que président pour départager encore une fois les hommes politiques. Ils ont les 3 hommes politiques qui monopolisaient la vie. Bon, on sentait déjà que l'armée, à ce moment-là déjà, se politisait. Mais ce qui est arrivé, c'est que Soglo, au cours d'un voyage en France, a eu des propos qui ont été mal acceptés dans les casernes. Et c'est là que ce qu'on appelle les jeunes cadres de l'armée ont réagi. C'est eux qui ont fait le coup d'État. À Soglo, Christophe. C'est eux qui ont fait le coup d'État à Soglo Christophe. Un coup d'État même qui avait il y avait des développements rocambolesques parce que c'est au Kangozo, quand ils ont voulu aller le chercher, Soglo s'est réfugié à l'ambassade de France. Okay. C'est pas loin d'ici. Il s'est réfugié là-bas. Et les militaires même, à l'intérieur, entre eux-mêmes déjà, ils ne savaient pas qui allait prendre le pouvoir. Donc la paternité de ce coup d'État était remise aussi. Oui. On ne sait pas vraiment si c'est Kongaku ou bien... Non, c'est pas Kongaku, c'était... Là, je pense, c'est... Allé a fini par sortir, mais... comment l'appelle-t-on? Condé déjà, oui, était celui qu'on dit qui était à la base du coup d'État. Parce qu'on a vu, pendant au moins 2 journées, nous on était jeunes, on ne savait pas qui avait la réalité du pouvoir. Mais quand ils ont fini par s'entendre, c'est Allé, parce que Allé déjà dans l'armée avait un aura. Parce que lui... Il a fait la guerre d'Indochine. Et puis dans le conflit qu'il y a eu entre le Niger et le Dahomey pour l'île de l'été, il a conduit un commando pour aller déloger les Nigériens de l'île de l'été. Donc déjà... Il avait l'estime du peuple. Du peuple, déjà. Donc c'est lui qui, en 67 alors, les gens ont dit, bon, il va prendre le pouvoir. En attendant qu'il trouve la formule pour remettre le pouvoir aux civils. Parce que chaque fois qu'il faisait le coup d'État, il disait toujours, nous allons remettre le pouvoir aux civils. Ils avaient un calendrier. Et en 63, ils ont dit que pas plus de 3 mois. Et en janvier 64, il y a une nouvelle constitution. On peut dire que c'est la Deuxième République, ça. Et le duo Akwiti et Ahmadebe ont pris le pouvoir. Ont pris le pouvoir. Quand, en 1965, cet attelage n'a pas marché, Soglo est revenu, mais Soglo, comme je vous l'ai expliqué, lui, il n'a pas pu aller au bout. Les jeunes cadres de l'armée ont pris le pouvoir. Le flambeau, oui. Et ils ont pris l'engagement de remettre l'armée
et le pouvoir à un pouvoir civil. Et c'est ce qui va les amener à organiser des élections de 1968. 68. Voilà. Ces élections-là, pendant ce temps, les trois, bon, on les appelait les trois leaders historiques, oui. Ils ont été en exil. Mais de leur exil là-bas, ils avaient leur lieutenant ici. Ils agissaient sur la vie politique. Les élections de 1968, les militaires l'ont bien organisé sur la base même d'une constitution. Et cette constitution-là a été rédigée sous la direction du premier, on peut dire, du premier président de la Cour constitutionnelle que nous avons eu, Maître Louis Ignacio Pinto. Donc c'est lui qui a rédigé la Constitution. Et cette Constitution-là même avait cette particularité déjà dans cette Constitution. On disait déjà que, vu ce que nous avons vécu, il n'y en a qu'un seul parti. Vous voyez déjà, il y en a un seul parti. Et la Constitution était faite de telle sorte que les anciens dirigeants ne pouvaient pas participer à la compétition électorale. Il y avait une exclusion. Il y avait déjà une exclusion. Eux et leurs lieutenants les plus fidèles. Mais les élections ont donné ce que l'histoire on a retenu, parce qu'il y a eu vraiment des élections avec des multiples candidatures. Je peux rappeler ici qu'à ces élections-là, on avait M. Ruben Karim da Silva, oui, qui concourait au nom, disons, des hommes d'affaires. Le même da Silva. Le même da Silva. Le même. Oui. Après, nous avons Basile Adjou-Moumouni, qui était, lui, vraiment l'intellectuel du groupe, parce qu'il était déjà docteur et représentant de l'OMS à Brazzaville. Et nous avons le patriarche Paul Azoumé. Paul Azoumé. Et puis, Prudencio. Eustache. Et puis, il y avait un sixième, je pense, Gamadou Alovierin, un homme d'affaires aussi. C'est eux qui, officiellement, avaient été autorisés à concourir. Mais chacun était lié, plus ou moins ouvertement, à un des trois leaders. Donc, cette compétition électorale-là, qu'est-ce que ça a donné? Disons, Adjou-Moumouni l'a remporté, mais avec une participation de moins 30%. Les militaires se sont demandé s'il fallait avaliser cette élection-là. Déjà, au sein de l'armée, vous voyez ce qui se passait. Est-ce qu'il fallait, avec ce taux de participation-là, est-ce qu'il fallait reconnaître le président qui serait élu, parce que c'est Adjou-Moumouni qui a été élu? Pourquoi on n'intègre pas dans l'arbre généalogique de ces politiciens Adjou-Moumouni, puisqu'il a été élu aussi? Il a été élu démocratiquement. Démocratiquement. Mais il ne s'agit pas d'être élu. Mais est-ce qu'il a pu prendre fonction? Bon, je vais employer une expression, il a été mal élu. Bon, est-ce mal élu? Mais ceux qui ont organisé l'élection ont prononcé, ils ont invalidé l'élection. Très bien. Et l'histoire nous dit que ça n'a pas été aussi facile. Parce qu'au sein même de l'armée, ça a failli les diviser. Ok. Et c'est en ce moment que nous avons su qu'au sein de l'armée, les jeunes militaires, on a le gouvernement là, hein, mais on avait en bas un comité militaire révolutionnaire, déjà à cette époque-là. Qui jouait un peu le rôle de la Cour constitutionnelle? Je ne sais pas si la Cour, mais qui jouait un rôle, qui contrôlait, qui surveillait le gouvernement. Et cette structure-là était présidée, nous on ne le savait pas, mais c'est après qu'on va l'apprendre, était présidée par un certain Mathieu Kérékou. D'accord, on va revenir sur ce point. Je me tourne vers le politologue et lui demander qu'est-ce qui cette facilité de vision fantaisiste de la Constitution à cette période de l'histoire, puisqu'on a quand même une facilité de réviser la Constitution à volo. Est-ce qu'on révisait?
Voilà, c'est ça. Elles sont révisées. Voilà, On ne révisait même pas. Voilà, je ne dirais pas qu'on révisait la Constitution, mais il y avait des interruptions du processus démocratique qui conduisaient systématiquement au changement de Constitution, si vous voulez. Donc, ce n'était pas des révisions de la Constitution comme on le verrait dans certains pays. Bon, donc, ce n'était pas quelque chose de ce genre. Je crois qu'il y avait vraiment une interruption du processus démocratique et les militaires venaient échanger de Constitution, simplement. Mathieu Kérékou n'était pas sorti de l'ombre comme on l'aurait cru, puisqu'il préparait déjà son arrivée sur l'arène politique depuis tant, avant 1972. Ce que moi je retiens, c'est que 1972, le 26 octobre 1972, n'est pas un accident de l'histoire. C'est programmé. Ce n'est pas sorti du néant. C'est quand on écoute la proclamation des militaires, moi j'ai retenu une phrase. Parce que c'est les militaires qui viennent dire dans leur proclamation qu'ils maintenant ils s'engagent à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Véritablement nouvelle. C'est les militaires qui viennent dire ça. 12 ans après l'indépendance. C'est avec le temps, quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, mais bon, les coups d'État commencent à s'organiser pas, mais c'est les militaires qui viennent dire ça après avoir tout ce qu'ils ont dit dedans par rapport à la vie du pays. Et parce que vous savez que le 26 octobre 1972, disons que c'est la conclusion de toute l'incurie de la classe politique post-indépendance, qui a été vraiment consacrée par l'attelage qu'ils ont mis en place 2 ans plus tôt, le Conseil présidentiel. Voilà. Et les militaires qui ont vécu ça jusque-là, qui n'étaient pas, on dit la grande muette, mais quand on suit, on sent que déjà, au sein des casernes, tout ce qui se passait là, ils vivaient ça mal. Vous avez parlé de Atabor, parce que Atabor, c'est venu comme ça, parce que les élections de mars 1970 conduisaient le pays vraiment au bord de la rupture. On a fait des élections département par département. C'est-à-dire, on a commencé par le département, je pense, de Lomé. Et ce que nous constatons, c'est que dans chaque département, ceux qui se présentaient comme les leaders historiques du département, c'est eux qui passaient. C'est eux qui passaient. Ils passaient avec leur lieutenant, puisque c'était des élections générales, pour former l'assemblée qui devait suivre. Mais au fur et à mesure qu'on progressait, la situation se dégradait. Et il restait les 2 départements du Nord, malheureusement, où les militaires eux-mêmes se sont sentis dépassés. Donc, ils ont arrêté le processus. Ils ont arrêté le processus. Ils ont fait appel aux 3 leaders pour qu'ils trouvent la solution. Vous voyez? Ils ont fait appel pour que, entre eux, les trois qui trouvent une solution. Ils ont même ajouté un 4e, celui que l'armée a imposé en 1968. Émile Delin Zissou. Mais qui n'a pas, dès le départ, il n'a pas voulu participer. Il s'est retiré. Et les 3 autres se sont retrouvés. Et quand on suit l'histoire, les 3 autres se sont retrouvés, mais c'est 2 d'entre eux qui se sont retrouvés à Savet pour finaliser, à savoir Maga et Aoumadébi. Apiti a donné son aval, mais il n'y était pas. Il a donné son aval. Donc,
c'est là qu'ils ont mis en place le conseil présidentiel. Avec ce que nous savons, ça veut dire que 2 ans, 2 ans, 2 ans. Vous dirigez 2 ans, 2 ans. Et puis, au bout de la 6e année, comme une sorte de... On va faire le bilan. On va faire le bilan, on fera des élections. Et chacun aurait montré comment il s'est dirigé le pays. Vous voyez comment on parle de diriger le pays. Et les populations vont choisir maintenant qui est le meilleur d'entre nous. C'était le scénario. Maintenant, il faut parler du scénario. Le scénario qu'ils étaient en train de prévoir. Mais pendant ce temps, la situation du pays se pourrissait. Se pourrissait à tel point que, comme il a dit, il y a eu dans l'opinion des gens qui ont dit, bon, maintenant, nous allons quitter la République. Nous allons créer notre pays à part. Bon, l'armée étant le seul corps organisé, je pense que cet aspect de la question a dû leur dire, bon, maintenant, il faut que nous réagissions. Voilà ce que moi je peux... Très bien. Oui. Quand Kérékou est venu, ce n'est plus vraiment une question de transition. Non. On va parler après des 3 glorieuses. Oui. Parce qu'il y aura des sous-compartiments, tout ça. Et à partir de là, on peut revenir encore sur cette période qui nous conduira après à la démocratie. Oui. À partir de 1972. Oui, non, 72, comme je l'ai dit, ça c'est mon avis personnel, 72, là, le 26 octobre, ça marque vraiment, bon, je ne vais pas employer le mot qu'on emploie maintenant, rupture. Non, rupture. Non, c'est que là, je pense que... On arrête un peu... Il y a un point de non-retour qu'on était en train d'atteindre. Oui. Certains disent que le pays était vraiment au bord du précipice. Bon, il fallait que quelqu'un ou des gens arrêtent. Parce que 12 ans après l'indépendance, ceux qu'on pensait qu'ils devaient être ceux qui vont apporter la solution au problème du pays, voilà où ils ont conduit le pays. Et l'armée étant le seul corps vraiment organisé, parce qu'on a vu les partis politiques, ils ont montré leurs limites. Leurs limites. Alliance à 2-2, alliance à 3, en solo, ça n'a rien donné. Et chaque fois que ça se passe comme ça, c'est l'armée qui intervient en arbitre, sinon même en régulateur. Le président de la HAC ici, je ne jette pas une paix dans son champ. On salue M. Edouard Loko. Merci beaucoup. Mais pratiquement l'armée intervenait en régulateur de la vie politique. Empêcher que le pire n'arrive. Bon. Arrivé là, après les 2 années du conseil présidentiel, avec ce qu'on a constaté, avec les scandales, et c'est en cette période-là qu'il y a eu cette affaire COVAX qui est sortie. Alors, l'armée n'est pas encore isolée dans la République. Je pense que déjà même au sein de l'armée, les réflexions allaient bon train. De plus en plus, il y avait de jeunes cadres qui sont arrivés. Parce qu'au sein de l'armée, vous trouvez des intellectuels qui ont fini par rentrer dans l'armée, génie militaire, génie civil. Ce sont des citoyens comme les autres. Et dans le contexte qui était celui-là, dans beaucoup de pays, bon, ils ont pris, comme ils peuvent le dire, leur responsabilité. Très bien. Doyen, comment ils ont compris ça? Ils ont pris leur responsabilité. Nous allons nous impliquer maintenant dans la vie politique. Voilà. Puisqu'il y a Kérékou a proposé des choses, le discours programme, le changement du nom, du Dahomey. Voilà. C'est sur ça surtout que je veux que vous mettiez l'accent à partir de 72, parce qu'il y a eu vraiment des changements qualitatifs. La révolution. La révolution, qui terminait par vive la révolution, vive le Dahomey. Et ce mot déjà de vive la révolution, dans la bouche d'un militaire à cette époque-là, ça faisait plus que bizarre. Parce que à l'époque,
vous ne pouvez pas prononcer le mot de révolution. Révolution. Quand vous avez été militant, étudiant, tout ça là, vous savez que, bon, il faut même dire que à cette période-là déjà, tout ce qui parlait révolution ou parlait marxisme-léninisme, c'est la clandestinité. C'est la clandestinité, plus ou moins ouverte. Bon, ceux qui ont animé les cercles, là, beaucoup d'entre eux sont encore vivants. Nous, en tant que jeunes élèves, on les connaît. Et c'est à cette période-là que vous avez des journaux comme Le Gon, Paligan, où les gens écrivaient avec des pseudonymes. Pour les connaître, il faut être un peu proche d'eux. Mais ils étaient là. Et ils agissaient à travers des associations comme Culture et Développement, que moi j'ai retenu, qui était l'organe qui publiait Paligan. Bon, je vous parle de Paligan parce que nous avons été un peu, à un moment donné aussi, des distributeurs de ce journal. Non, les gens là, ils l'appelaient Tract, eux. Tract. Mais nous, on ne l'appelait pas Tract parce que c'était quand même signé, même si c'était avec des pseudonymes. Bon, tous ce sont ce que nous appelons souvent les organisations de jeunes, des mouvements démocratiques et les syndicats des cadres. C'était eux. Bon, c'est eux, ils ont accueilli avec des divers niveaux d'engagement l'annonce de la révolution. Ils ont accueilli ça parce que depuis 1960, ils luttaient pour ça, le changement du pays. Donc, c'est dans, disons, le bouillonnement, l'euphorie là que le discours-programme a été rédigé parce que le coup d'État révolutionnaire, parce que, vous voyez bien, même quand ils ont fait le coup d'État, ils ont nommé leur gouvernement militaire révolutionnaire, GMR. Et pour ça, ils sont approchés des cadres, ou bien ils ont fait venir des cadres et dit que nous voulons un programme. C'est ça qui fait la particularité de ce coup d'État-là. Jusque-là, les coups d'État, quand ça se passait, on ne parlait pas de programme. Celui qui fait son coup d'État, il met son gouvernement en place, et puis ils font ce qu'ils peuvent faire. Ici, il faut un programme pour pouvoir savoir où on va. Bon, cet aspect, quand ça a été annoncé, au niveau des intellectuels, des organisations de jeunes, de femmes et des syndicats, ça a été l'objet d'un débat. Mais ils ont dit, bon, si c'est ça, nous on est prêts à leur donner, à leur faire le discours, mais on ne fera pas ça avec n'importe qui. Bon, parce que dès que ça s'est passé, bon, il y a toujours ceux qui avaient travaillé avec les anciens régimes là, surtout comme ministres, directeurs de cabinet qui étaient prêts aussi. Mais ceux qui ont fait le discours-programme, ils ont demandé à rester entre eux, parce que ce sont les responsables des organisations de jeunes, des mouvements de femmes et des syndicats qui ont toujours combattu les trois leaders politiques. Et avant même de faire leur travail, ils ont sorti un serment politique où ils ont vraiment dit, eux, leur travail là, ce n'est pas pour faire revenir au pouvoir les monstres à trois têtes, y compris aussi Zissou. Tous ceux qui ont eu à diriger le pays là, allez, on les remercie. On les remercie. Maintenant, on verra comment on va continuer, mais le gouvernement militaire révolutionnaire va rester en place pour appliquer le discours-programme. Bon, vous savez, l'évolution d'un pays, ce n'est pas en ligne rectiligne. Donc, il y a eu tout un débat. Bon, après le discours-programme, on fait quoi? On fait quoi après? Donc, le problème de, est-ce qu'il faut créer un parti? Comment on va créer le parti? Qui va créer le parti? Tout ce débat-là a commencé par
venir rapidement. Et parce que 12 ans après l'indépendance, quand même, il fallait, du point de vue politique, vraiment préciser les choses. Bon, ces débats-là ont été des débats très, 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 très intenses, très rudes, très même tumultueux, où il y a ceux qui étaient des soutiens, et disons, déclarés indéfectibles de la révolution que les militants ont proclamé. Il y a d'autres qui disent non, nous sommes là, mais nous apportons un appui critique. Et le débat sur le parti a été vraiment un moment où, à un moment donné, ça a entraîné la division entre des gens qui étaient ce qu'on appelle des camarades de lutte. Parce que pour créer un parti, c'est comment un parti, c'est quoi? Un parti, c'est pas quelque chose qu'on crée ex nihilo. Ça suit tout un processus. Bon, on était dans ce débat-là que quand le PRPB a été créé en 1975, le 30 novembre 1975, bon, dans les conditions que j'ai énumérées dans le livre, parce que moi j'ai eu, comme je dis, j'ai eu à participer à des moments d'histoire. Et quand je me rappelle que quand le parti a été créé, il y a eu un congrès extraordinaire où presque tous les cadres qu'on voulait admettre au parti sont retrouvés pour se déterminer. Et au cours de ce qui est curieux, c'est que ce congrès-là, c'est pour ça qu'il faut voir, c'est déroulé où? Au Kangezo. Au Kangezo. Bon, le congrès d'un parti déjà qui se tient chez les militaires. Chez les militaires. A toute sa connotation sérieuse. Voilà. Mais les débats ont été intenses. Et ce que je retiens là-bas, je l'ai dit dans le livre, pour les jeunes que nous étions de l'époque, quand je vois en face des gens que moi j'avais toujours connus comme, disons, des militants politiques dans leur jeunesse, et maintenant des responsables politiques qui sont retrouvés face à face. Très bien. Vous allez lire le livre, vous allez voir ça. Et ce jour-là, ceux qui ne voulaient pas du parti ont pu le dire ouvertement. Nous ne venons pas au parti parce que c'est-à-dire que le processus-là n'est pas ce qu'il faut pour créer un parti. Je ne vous cite pas les noms, vous allez lire, ils sont là encore. Et pour nous, qui étions plus jeunes, quand nous avons assisté à cette scène-là, ça nous a un peu remué. Mais c'était un débat politique de haut niveau. C'est-à-dire des camarades qui, à un moment donné, du cheminement, ont dit, bon, maintenant, on va être obligés de se séparer. Très bien. Mais ce n'est pas pour autant que nous devenons des ennemis. Nous restons là. Mais nous ne sommes pas d'accord. Alors, dans tous ces aspects, il y a aussi que le journaliste a joué des rôles prépondérants. Et je voulais profiter de la présence du président de la HAC et lui donner le micro pour avoir ça. Non, il ne faut pas parler ici. Je m'excuse. Il est venu ici à titre individuel. D'accord. Je pense que je peux le dire aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole au public, parce que là, on a évacué 1 heure de discussion, c'est de revenir quand même sur la participation des journalistes dans la construction de l'État démocratique. On l'a vu clairement à partir de 1990, avec cette fameuse conférence des forces vives de la nation, la forte participation des journalistes. Mais depuis 60 quand même, à chaque fois, les journalistes étaient là et régulaient aussi aux côtés de l'armée pour qu'on tente vers une restauration de l'état de droit. Et donc, je voulais qu'on précise un peu le rôle du journaliste dans la construction de l'état de droit. Le rôle du journaliste dans la construction de l'état de droit, si moi je peux le résumer, c'est que le journaliste, il est d'abord un citoyen
Parce que le journaliste, c'est quoi? C'est qui, en fin de compte? C'est celui qui est chargé d'informer, de rendre compte de la vie du pays à travers ses productions. Moi, je définis ça comme ça. C'est-à-dire, il rend compte et chaque article qu'il écrit, c'est pratiquement un pan de l'histoire du pays. Même le reportage le plus insignifiant qu'il peut penser, ce sont ces reportages-là qui, mis bout à bout, par ceux qui vont venir après, vont comprendre qu'à tel moment, il s'est passé telle chose. Oui. Et c'est dans telles conditions que cela s'est passé. Et je vous dis ça parce que quand vous prenez les journaux de l'époque, les comptes rendus qui étaient faits, selon ce que moi j'ai retenu, ce sont des comptes rendus vraiment qui présentaient la situation. Je me rappelle que quand Zinsou a été renversé, oui, et qu'on l'a pratiquement transporté pour aller en Atitangou en une journée, mais les journalistes en ont rendu compte des conditions dans lesquelles il a été amené et comment il est revenu. Ça, c'est un fait de l'histoire, ça. C'est un fait de l'histoire. Donc, les journalistes, à cette époque-là, faisaient leur travail, et disons, des témoins. Des témoins avec les moyens qu'ils avaient. Et dans le contexte qui était le leur. Parce que, vous me permettez de dire déjà, en 1966 déjà, les journalistes ont senti la nécessité de créer ce qu'ils ont appelé l'association des journalistes du Dahomey, qui n'a pas prospéré dans les conditions qui étaient les leurs à ce moment-là, parce que ça ne disait pas son nom. Déjà, après l'indépendance, c'est déjà le syndrome du parti unique. Hein. C'est déjà les embryons de la HAC qui naissaient en ce temps, les embryons. Bon, les embryons, bon, aujourd'hui on peut le dire, mais on ne pensait pas encore à ça. Encore que dans la Constitution, la liberté de la presse était consacrée. Et toutes les constitutions que vous allez lire, il est bien dit que même la loi fondamentale de 1977 du parti État disait que la liberté de la presse existe, mais dans les conditions fixées par la loi. La loi. Donc, les journalistes ont fait leur travail en tenant compte du contexte, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Parce que celui que nous allons retrouver à la tête de la HAC en 1994, moi je l'ai connu et en tant que lycéen au lycée Béhanzin, dans un gouvernement militaire, fait par les militaires. Donc l'histoire du journalisme, disons, béninois, mérite encore d'être racontée, mais les journalistes ont vécu ces événements-là, pas de façon passive, oui, mais compte tenu du contexte, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Très bien. Pour donner la parole au public, de votre point de vue de politologue, comment vous analysez tout ça, ces crimes au sommet de l'État? Crimes. Crime, le mot est fort, oui, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Oui. Comment vous l'analysez? Disons que l'histoire des pays, pas seulement le Bénin, Amina, vous traversez des moments de turbulence où les acteurs, je vais exagérer en disant, utilisent les moyens à leur disposition pour trouver des solutions. Et dans ce processus, ils peuvent mettre des vies des gens en danger. Ils peuvent occasionner, ils peuvent poser des actes qui vont entraîner des pertes en vies humaines. Mais ce que je peux garantir dans la plupart des cas, c'est rare que ça reste impuni. Oui. Je crois que ce que je dis
et que je rappelle par exemple aux militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'ils fassent attention aux actes qu'ils posent. Parce que c'est eux-mêmes qui vont mettre dans les placards les cadavres dont les fantômes vont les hanter le restant de leur vie. Et donc, je peux vous donner des exemples dans l'histoire. Si vous prenez quelqu'un comme l'ancien président tchadien, Hissène Habré, jusqu'à sa mort, ça l'a poursuivi. Et donc, vous prenez Dadis Camara. Donc, je pense que on peut citer. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on détient le pouvoir de l'État, de faire attention à l'usage qu'on en fait, de faire attention à la modération que requiert l'usage de la force, parce que les cadavres sont dans les placards et le fantôme hante toujours. Très bien. Bon, je suis venu parce que j'ai lu le titre chez Tossavi, à une réunion à laquelle on était à Porto Novo. Ça m'a interpellé parce que j'ai déjà créé un spectacle pour le FIP qui raconte l'histoire du pays. Et je vérifie sur les informations, sur tout ce que j'avais dit à l'époque dans ce spectacle, vérifié. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure a parlé d'effervescence. C'était des choses qui ont bercé notre jeunesse. Et je me demande, en venant ici, est-ce que dans ce livre-là, il y a vraiment tout le travail de fond qu'il y a eu dans l'UGED? La dernière fois, j'étais à Erevan et j'ai vu Luc Agnapé. Je me suis dit, il m'a promis de venir à l'école, mais j'attends. C'est des gens, ils avaient une intelligence des choses qui était extraordinaire. La Ligue nationale de la jeunesse patriotique, la JUD, la FACEN, tout ce remous-là entre les jeunes étudiants et élèves du Dahomey, est-ce que c'est relaté dans ce livre? Parce que pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas parler du Dahomey politique sans évoquer ces mouvements-là. Parce que c'était très très formateur. Moi, je me souviens à l'époque, l'UGED était tellement organisé qu'on avait un comité fantôme dans toutes nos organisations. Pour les autres. Oui, fantôme pour les autres. Et moi, j'étais dans ce comité-là, et ce comité, c'est le comité des activistes. C'est nous qui écrivions dans les rues. Parce qu'on apprenait à écrire en quelques secondes des choses. Mais je souhaiterais vraiment que des gens puissent témoigner de cette période-là. C'est qu'à un moment donné, la Ligue a créé un journal aussi, national de... Voilà. La jeunesse patriotique. Merci beaucoup, merci Doyen Anobindine pour cette participation. Et je lisais un peu le journal Bouzou. Je vois toujours à la Noël Noël. Quand Chef a dit bonsoir. Donc, nous avons retenu un peu l'histoire. À l'entame de votre conférence, vous disiez que, bon, je n'ai pas bien saisi parce que je n'ai pas noté, le 4 décembre, le racisme, c'est beaucoup, c'est politique, quoi. Maintenant, Jean Petit, il n'a toujours pas laissé une belle image, je l'ai dit. Je ne sais pas si vous êtes approché de lui. Moi, je vais demander au doyen, la jeunesse de ce temps-là et la jeunesse d'aujourd'hui, quelle comparaison est-ce qu'il fait entre ces deux catégories de jeunes, entre ce qui s'est passé avant et ce qui se fait aujourd'hui quand on regarde l'effervescence intellectuelle qu'il y avait avant? Est-ce qu'aujourd'hui, il voit toujours cette effervescence intellectuelle-là? Quel regard il jette sur la jeunesse d'aujourd'hui? La question c'est, quand vous parlez des différents leaders qui ont fait la scène politique au Bénin, qu'est-ce qui a fait d'eux des leaders? Est-ce que ce sont des traits de caractère
est-ce que c'est le système en place, justement le système colonial qui leur a permis d'être des leaders, les leaders qui l'ont été? Et ensuite, en tant que jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit cultiver, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour prendre la relève et assurer l'évolution et l'épanouissement de notre République? Et vraiment, il aurait voulu être là parce qu'actuellement, il est dans le cadre de ses activités professionnelles. Il est au Maroc, très bien, dans un salon de livres. Très bien. Donc, je voulais dire en l'entame que la question ne s'adresse pas seulement à moi. Oui. Je pense que... Il y a des dimensions très politiques des questions qui concernent M. Onkwe. Très bon. On va aller très rapidement parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont dans la salle quitteront ici avec un exemplaire du livre. Donc, une dédicace assez riche qui vous attend. Bon... Voilà. Alors, la première question, c'est une participation concernant l'effervescence des intellectuels et le débat. Et M. Aloubindine rebondit. Oui. Oui. Et c'est l'aspect des mouvements qu'il y avait en ce temps-là, surtout l'UGED. Oui. Est-ce que dans ce livre-là, c'est narré de bout en bout? Non, ça ne peut pas être narré de bout en bout. Quelle a été la participation des jeunes? Parce que les jeunes ont été le fer de lance de la plupart des luttes. Il y a deux intervenants là. Quand je suis rentré, son visage me disait quelque chose. Je me disais bien qu'à la fin, j'allais me rapprocher de lui pour ce là. Oui, c'est ce qu'il a dit. Quand on parle de la JUD, et la JUD, c'est une... il faut écrire tout un livre, même déjà. La JUD, c'est quoi? C'est la jeunesse unie démocratique du Dahomey. Et la JUD, c'est quand les jeunes se sont retrouvés à Parakou, en 1974, toutes tendances confondues, dans le cadre de la Révolution, pour poser sur la table leurs problèmes. Comment ils voient ce mouvement-là, quelle appréciation ils font de ce mouvement. Moi, je finissais mes études de journaliste. Et quand je suis arrivé, j'ai pu avoir le document que j'ai encore avec moi, le document de la main qui est sorti. Mais je pense que c'est un des moments les plus, disons, solennels de l'histoire de la jeunesse. Où, entre eux, ils ont vraiment discuté de leurs problèmes. Et quand, quelques mois plus tard, le gouvernement militaire révolutionnaire prend la décision de dissoudre tous les mouvements de jeunes, nous, on a compris. Ils ont pris la décision de dissoudre tous les mouvements de jeunes parce que dans ce temps-là, il faut une jeunesse unique. Or, les débats de Parakou ont montré que non, le débat doit continuer. Et on en a parlé, et on pense, on n'a jamais dit ça, que celui qui aurait été à la base de cela, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Aïbé. Bon, donc, ce livre-ci, tout ce que vous avez dit, je vais parler de la JUD, la Ligue, oui, la Ligue nationale de la jeunesse patriotique, qui est aussi une étape dans la vie du mouvement des jeunes. Parce que c'est un pan qui a pensé que maintenant, nous sommes revenus, on n'est plus des jeunes étudiants. On est maintenant, nous allons créer un parti. Nous allons créer un parti pour participer, parce que la Ligue, je pense, c'est 67-68, pour participer à la vie politique. Face aux trois partis, aux trois leaders qui se dirigent là, il faut qu'il y ait une autre chose là. Mais les conditions de création, parce que ceux qui ont créé la Ligue, c'est des anciens militants, des responsables même de l'UGED. On peut sortir les noms ici. Les grands frères Ogouma, Ifede, les Capochichi Gracien, et j'ai eu parmi eux un qui a été mon professeur et avec qui j'ai toujours une admiration, il est toujours vivant, Degla.
qui était vraiment, je pense que celui-là, du point de vue du militantisme, nous qui l'avons connu, de toutes les façons, il est toujours à Porto-Novo. Porto-Novo qui est demeuré sa ville de cœur. Parce que lui, on l'avait même condamné à mort. Oui, on l'avait condamné à mort. Mais les Porto-Novais sont là. Il le promenait de maison en maison. S'il dort dans une maison aujourd'hui, le lendemain, il n'est pas dans cette maison. Bon, merci de nous avoir rappelé tout ça, parce que c'est ça, la Ligue. Bon, l'histoire de l'UGED et l'histoire du FACEN, je l'ai abordé ici, parce que l'UGED, au départ, c'était l'Union générale, d'abord, des étudiants du Dahomey, qui devenait après l'Union générale des élèves et étudiants, c'est-à-dire UGED avec un seul E, après avec 2 E. Syndicat. Mais, chemin faisant, l'histoire du syndicalisme-là, ça existe, nos frères du Nord ont senti qu'ils avaient des problèmes, il faut le dire, qu'ils avaient des problèmes spécifiques, et qu'il leur fallait une organisation spécifique pour prendre ça en compte. Le débat a eu lieu. Ils l'ont créé, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont, parce que moi, au lycée Bianza où j'étais, en terminale, pour les grèves, on avait un comité mixte, UGED, FACEN. Et ça veut dire qu'on se parlait. Parce qu'on doit se parler face à ce que nous appelons, face au pouvoir qui était là et que nous combattions. Je sais, à Lubin, bon, dans sa vie d'homme de théâtre, je retrouve un peu tout ça là. Donc on les a abordés ici, mais je pense que nous faisons ce travail-là pour dire aux jeunes, ils ont encore de quoi faire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai fini d'écrire ce livre-là, je me dis, bon, l'affaire AIP, par exemple. Voilà. L'affaire AIP, mais ça, il a dit. Nous sommes en politique. Et vous savez que la politique, c'est dur. Et il y a des choses qui se passent des fois. Vous ne comprenez pas. Et même pour comprendre, c'est difficile. C'est difficile. Parce que l'affaire AIP mérite encore que des gens se penchent dessus. Et même je pense que ce sont des gens qui n'ont pas vécu l'époque, qui pourront vraiment écrire. Parce que moi j'étais jeune journaliste, quand cette affaire-là a éclaté, ça nous a déboussolés. Mon patron de l'époque a dû aller en exil. Et malheureusement, quand il est revenu, jusqu'à ce qu'il, je peux le dire, jusqu'à ce qu'il meure, on n'a pas pu parler de ça. Mais ce que je sais, c'est que lui, en tant que mon patron, la nuit là, il a vu des choses. Mais qui l'ont dépassé? Qui l'ont dépassé? Parce que la politique, c'est ça. Bon. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que... Même pour l'affaire AIP, c'était une affaire d'adultère aussi. C'est ce qu'on a avancé. Voilà. Mais c'est le ministre de l'Intérieur, un des auteurs du coup d'État. Et vous savez bien que quand ça se passe comme ça, étudier un peu la Révolution française, c'est dur. C'est pour ça que certains disent que la politique, je m'excuse pour les dames qui sont là, les gens disent souvent que la politique, c'est une histoire d'homme. Oui. C'est une histoire d'homme, parce qu'à un moment donné, ça amène. Donc, il y a des choses dans l'histoire de notre pays qui méritent encore d'être approfondies. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est pour dire, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas venu comme ça. Oui. Il y a des étapes. J'ai essayé de dire, bon, j'ai essayé d'analyser ce qui s'est passé là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je retrouve le fil conducteur, c'est que les gens se battaient pour qu'on arrive à un état vraiment de droit, dont les lois vont s'imposer à tout le monde.
parce que l'affaire Boïki, c'est un député, on n'a jamais su ce qui s'est passé, et pourtant, à ce moment-là, il avait déjà une haute cour de la justice. Bon, il a été jugé dans les conditions que l'on sait en 1965, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Non, moi je l'ai lu peut-être avant beaucoup de gens, et je peux vous garantir que tout Béninois qui a besoin de comprendre un peu l'histoire d'où nous venons a intérêt, n'est-ce pas, à lire ce document. Comme il a dit, c'est de la perspective d'un journaliste qui, sur la base, n'est-ce pas, des positions qu'il a occupées et de ce qu'il a pu observer, a restitué sa lecture d'un pan de l'histoire politique du Bénin de 1960 à aujourd'hui, ou bien de 58, disons, à peu près à aujourd'hui. Et donc, de mon point de vue, si vous êtes intéressé par comprendre d'où nous venons, ce qui nous fait prendre conscience aujourd'hui de tout ce que nous avons réalisé et de nous prendre conscience de la capacité que nous avons à affronter les défis auxquels nous sommes confrontés, moi je pense que... Voilà. Donc, en clair, c'est pour tout le monde. Oui, tous ceux qui ont besoin d'informations sur notre histoire, voilà. Doyen. Le changement du nom du pays. Donc, le pays ne s'appelait pas Dahomey. Oui, en fait, quand la colonisation, et je peux dire que, bon, la phase coloniale a commencé. Après 94, 1894. Après la reddition de Béhanzin. On parle de là, 1892, non, je pense. 12. Et disons que les Français, les forces d'occupation, Abomey était presque un verrou pour eux. Ce verrou-là, ils l'ont sauté. Maintenant, ils vont pouvoir mettre ensemble les territoires qu'ils ont conquis dans des conditions plus ou moins pacifiques et autres. Et dans le livre, je le dis, d'où le nom est venu. Je le dis, d'où le nom est venu. Le nom est venu de la période coloniale. Parce que eux, avant, quand ils étaient arrivés, le nom qu'ils ont donné, c'est la colonie du Bénin et cette dépendance. Mais après la reddition du roi Béhanzin, et quand il a fallu organiser la colonie, un de leurs administrateurs a proposé un nom. Il a justifié tout, il dit, bon, compte tenu de tout ce que j'ai dit là, je propose de donner à cette colonie-là le nom de Dahomey. Ça veut dire que c'est pour consacrer leur conquête coloniale. Donc, ils ont estimé que le Bénin, là, c'est vague, et puis ils ont dit Bénin indépendance. Mais maintenant, on dit la colonie du Dahomey. Et à Paris, là-bas, ils ont validé. Et le changement est intervenu dans les conditions que j'ai décrites là en 1975. Et quand je faisais mes recherches... C'est-à-dire le changement de Dahomey au Bénin. Au Bénin. République populaire du Bénin. Bénin remonte à 1975. 30 novembre 1975, plus précisément. Oui. À Gao. Non, c'est pas Gao. C'est ici à Cotonou. Gao, là, c'est le discours d'orientation nationale. Avec la statue de Béhanzin proclamé héros national. Ça, c'est important. On l'a proclamé héros national. Donc, il semble, selon mes recherches, que déjà à l'indépendance, des gens comme Apiti auraient pensé à changer le nom du Dahomey là en Bénin. Déjà. Mais ils n'ont pas
pu aller jusqu'au bout de leur réflexion, de leur idée, compte tenu, je pense que les conditions dans lesquelles l'indépendance est intervenue. Et le nom Dahomey, il faut le dire, avait vraiment, chez certains de nos compatriotes, l'acception c'était un peu difficile. Moi, j'ai grandi au Niger. Je suis arrivé ici. Et j'ai des parents qui, du par leur mariage, ont fait souche au nord. Je parle dans le cas peut-être que maintenant ça a changé. Quand nos frères du nord venaient venir ici au sud, ils disent « Aïe, Dahomey ». C'est en Mina, je m'en vais au Dahomey. Ceux qui parlent, j'ai perdu un peu mon zerman et mon dindi. Aïe, Dahomey. Je vais au Dahomey. Je vais au Dahomey. Je vais au Dahomey. Donc, vous savez déjà, donc, la question du nord du pays s'opposait. Ce que je vous ai dit là, il semble que c'est même Akpiti qui aurait dit, quand il y a eu le changement de nom, il a rencontré une délégation en France là-bas, il dit, ah, au moins vous avez eu ce courage-là. Nous, on n'avait pas eu ce courage. Parce que quand on lit le discours du 30 novembre qu'a dit Bénin, ils ont dit que bon, nous sommes dans un aire territorial où c'est une civilisation. Et ceux qui ont défendu ça disent, en fait, aujourd'hui, le Ghana actuel, du point de vue historique, ce n'est pas là. C'était Gold Coast. Mais l'Empire du Ghana, ce n'était pas là. L'Empire du Ghana, c'est Daoudagos. Ça va même jusqu'au... Il est là devant moi, ça va jusqu'au Mali. Ça va en Mauritanie. Voilà. Donc, ces changements, ce nom-là, c'est un acte. Et c'est un acte vraiment important, à tel enseigne qu'à la conférence nationale, il semblerait, moi je n'étais pas que, à un moment donné, est-ce qu'il faut revenir sur le nom du Dahomey? Mais rapidement, les historiens même ont dit non. La forme de la République, on change. Mais le nom là, c'est justifié que nous gardons le nom parce que nous sommes dans la civilisation du Bénin. Mais l'adjectif populaire a disparu. Voilà. Non, l'adjectif populaire, ça veut dire, c'est une option politique. Oui. C'est une option. Ça vous caractérise. Donc, le Bénin demeure, mais populaire, non. C'est ça. Donc, avant, il y avait la colonie de Dahomey. Et sa dépendance. Et sa dépendance. Non, il y avait la colonie de Dahomey. Oui, et c'est dépendant parce que la colonie de Dahomey aussi était dépendante parce qu'à un moment donné, une partie du Togo était dans le Dahomey. Je crois savoir même que, oui, une partie, oui, était jusqu'à Agoué là-bas. C'était là. Bon, et le 4 décembre, dans le cadre de la communauté française, la colonie devient république. Et cette république-là a duré de 1963. L'État dahoméen de 1963 au 30 novembre 1975, où le pays a pris le nom de République populaire du Bénin. Et ce n'est pas simplement ici, parce que quand vous prenez la Zambie, oui, et le Zimbabwe, c'est le nom de civilisation que les nouveaux États ont dit, bon, pour pérenniser cette civilisation-là, nous prenons le nom. Très bien. Oui. Et puis, Zinsou n'a pas bonne presse. Oui. Bon, comme on a entendu parler, à Piti, les gens lui reprochent beaucoup de choses. Bon. J'ai des frères porto-noviens ici, ils disent là. Mais ce qu'on lui reproche souvent, bon, déjà, le fait que à l'indépendance, ce n'est pas lui qui se soit retrouvé à la tête de l'État. Ce qui aurait dû être le cas quand on suit l'histoire.
Mais c'est peut-être lié à sa personnalité. Mais là où on l'a découvert, c'est peut-être en 1965. Quand il a eu son conflit avec Aromadegbe. Parce que le PDD qu'ils ont créé ensemble, ils ont créé un tribunal populaire au Palais de la République pour le démettre. Mais il a refusé. Il a dit qu'il vienne me chercher à Porto Novo. Donc, à Piti, les gens lui disent qu'il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Et je sais que c'était en son temps que le Bénin devait faire partie de la Fédération du Mali. Mais au dernier moment, le Bénin s'est retiré et le Bénin s'est retrouvé dans le Conseil de l'Entente. Et je pense que Mathias peut nous dire ça. Et c'est ça. C'est ça. Et les gens disent même qu'à Piti, il a un peu, avec Nkrumah, il s'est brouillé parce qu'au moment de l'indépendance du Togo, Nkrumah disait que le Togo est une création artificielle. Que lui, il va prendre la partie, puisque le Togo était une colonie allemande, et après la défaite de l'Allemagne, les colonies ont été réparties. Donc, la colonie du Togo a été intégrée au Dahomey, parce que le Parlement togolais était ici. Au moment de l'indépendance, Nkrumah a dit que lui prendra la partie qui lui est revenue, la partie anglophone. Et je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait. Mais du côté... Akpiti n'a pas été pragmatique. Akpiti n'a pas été pragmatique. C'est une erreur, sinon on serait déjà un peu plus non, unis. c'est pas ça. Akpiti a respecté ces choses-là. Bon, voilà, c'est le genre de choses que les gens lui reprochent. Est-ce que ce n'est pas le même héritage qu'un certain Humbedi Adrien Trimble? Oh non, je n'irai pas jusque-là. C'est une question. C'est-à-dire que non, il n'empêche qu'Akpiti, quand même, il a été un homme d'État. Oui. Il a été un homme d'État. Et il a été le premier député indigène. Et il semble que même quand Maga a été élu après lui, aussi au deuxième collège, Maga, les gens du Nord disaient de Maga, c'est notre Akpiti. Nous aussi, maintenant, nous avons notre Akpiti au Parlement. Bon, donc, voilà l'histoire. Très bien. Alors, oui. La jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une étude comparative possible à faire en termes d'engagement, en termes de vision, en termes de lutte? Je demanderai à Mathias. Voilà. Bon, disons que je ne connais pas trop la jeunesse d'hier, mais je vais dire une ou deux choses sous le contrôle des anciens qui sont ici. C'est que selon ma compréhension, la jeunesse de cette époque pratiquait, je dirais, le militantisme au vrai sens du terme. En ce sens qu'ils luttaient pour des causes qui dépassaient leur intérêt personnel et qui dépassaient leurs préoccupations personnelles. Ils luttaient pour des causes liées à la recherche de la transformation de la société. Ils voulaient un modèle de société pour lequel ils luttaient. Et selon ma compréhension, lorsque vous êtes animé par des préoccupations de cette nature, je vais exagérer en disant que vous êtes plus disposé à vous sacrifier. Parce que la cause pour laquelle vous luttez dépasse vos intérêts personnels, vos calculs personnels, etc. Et donc cette jeunesse qu'on a connue à l'époque prenait d'énormes risques. Ils ont consenti des sacrifices que vous et moi, on ne peut pas apprécier ici aujourd'hui. À la différence de la jeunesse d'aujourd'hui, vous voyez, c'est très rare de voir les jeunes d'aujourd'hui avec des préoccupations englobantes. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple du néocolonialisme, on va parler du type de société qu'il faut bâtir. Vous voyez ça de moins en moins. C'est comme si les jeunes d'aujourd'hui ont des préoccupations quasiment pragmatiques. Ils ont des causes pour lesquelles ils veulent lutter. Dure pas, ça a un des problèmes. Voilà. Et donc je pense que pour moi c'est une grande différence. Et ça réduit leur capacité donc à aller vers les sacrifices qu'il faut pour mener le genre de lutte dont nos sociétés ont besoin, quoi. Je veux ajouter quelque chose d'autre. Une fois encore, sous vraiment le contrôle des anciens, moi j'ai la faiblesse de penser que
nous n'avons pas été capables de reconnaître à ceux qui ont consenti des sacrifices le mérite des prix qu'ils ont payés, pas à leur juste valeur. De sorte qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous vous rappelez ces époques-là, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Moi, je connais des gens qui ont fait le bac, par exemple en 77, je ne veux pas te donner de nom. Moi, j'ai fait le bac en 85, je me suis retrouvé à l'université en première année avec des gens qui ont fait le bac en 77. C'est-à-dire qu'entre de 77 à 85, ils ont été en clandestinité, ils ont été en exil, ils n'ont pas pu étudier, ils ont commencé la médecine, ils ont commencé toutes sortes d'études, ils ont laissé tout parce qu'ils luttaient pour des causes qui n'avaient rien à voir avec leurs intérêts personnels. Et donc, moi, je pense que notre société n'a pas été capable, en 90, de reconnaître vraiment à leur juste valeur les sacrifices que ces gens ont consentis. De sorte qu'aujourd'hui, vous vous interrogez quand vous êtes sur l'espace public, jusqu'à quel point vous prenez des risques. Parce que vous avez le sentiment en règle générale que vous prenez des risques pour vous-même. Voilà, exactement. Et je pense qu'une société a besoin de célébrer ses héros. D'abord de les identifier et de les célébrer. Quand vous allez dans les pays développés, vous voyez même des gens qui ont joué des rôles négatifs dans l'histoire. Oui. Dans des reportent leur nom. Exactement. Très bien. Vous savez qu'au temps des Issous, les jeunes avaient tellement de problèmes avec lui que nous, au lycée, j'ai fréquenté avec des collègues. Moi, j'étais en quatrième. Mais il y a des collègues des aînés qui, pour défendre leurs convictions, là, on a décrété que on n'ira pas à ce BEPC-là. Mais il y en a qui n'ont pas été. Il y en a qui n'ont pas été. Ils ont boycotté. Ils ont boycotté. Nous, on était en quatrième. Quand on les a retrouvés après, ils ont dit non, ils n'ont pas été. Le mot d'ordre, ils ont obéi au mot d'ordre. Non, c'est peut-être le contexte parce que nous sortions de la colonisation. Il y avait une cause là. Et les réunions politiques, ceux qui venaient nous animer ces réunions-là, qui étaient nos aînés, vous savez à quel moment ils venaient au lycée Bienvenue? Quand on a fini les cours, à partir de 19h, ils sont là. Jusqu'à 20h, 21h, 22h, et ils repartent. Il va connaître, parce que lui, il parle. Ils repartent. Et nous étions chargés d'assurer leur sécurité. Nous savons quand ils arrivent et quand ils vont repartir, nous savons aussi ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est le contexte qui a créé cette jeunesse-là, que nous savons pourquoi nous nous battons. Bon, la jeunesse d'aujourd'hui, il faut d'abord que la jeunesse d'aujourd'hui trouve vraiment sa cause. La cause oui, de la lutte. C'est ça d'abord. Il faut trouver d'abord la cause de la lutte. Oui. Quand vous ne trouvez pas la cause de la lutte, c'est pas fondé. C'est pas fondé. C'est pas fondé. Et c'est dans tous les domaines. Dîner là. Zamahara. Pourquoi on avait créé ça? Il faut trouver la cause de la lutte. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la jeunesse manque de cause. Eux-mêmes n'identifient pas quelle cause ils vont défendre. Et il faut le dire. Quelle cause? Quelle est la cause? On ne crée pas, tu dis ça, on ne crée pas des leaders dans des salles de classe, entre 2 ou 3 conférences. Non. Le leader lui-même, il s'identifie par rapport à une cause que lui-même, il sait que pour ça, là, il est, même s'il est seul, je dis, il y a un collègue, je ne vais pas citer son nom, mais quand je l'ai trouvé là, après, puis on travaille, moi je ne sais même pas qu'il n'a pas été au BPC. Quand je l'ai vu après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mais tu n'as pas compris le mot d'ordre qu'on avait lancé? Moi, je suis en 3e.
Donc j'ai dit, bon, donc on est ensemble, il dit, oui, on est ensemble. Si l'année prochaine encore, on ne décrète pas qu'on n'allons pas partir aux examens, parce que la période de 68 à 70, là, c'était des périodes vraiment effervescentes dans l'histoire du pays. Donc, mademoiselle, c'est ça. Il faut d'abord savoir pourquoi on se bat. Et c'est soi-même qui sait. C'est moi-même qui sais pourquoi je me bats. Ce n'est pas les autres qui vont me dire, tu vas te battre pour ça. Très bien. Voilà. On va ovationner M. Alagbada et M. Rompoué. Nous venons de faire 2 heures de débat, oui. Et ouais. Je vous recommande vraiment l'achat de ce livre qui vient renflouer encore nos fonds documentaires en termes de mémoire. Parce qu'on nous parle souvent de la perte de mémoire. On n'a pas beaucoup de choses à raconter sur notre passé glorieux, sur tous les domaines. Et je pense que M. Alagbada vient de nous donner de la matière. Merci beaucoup aux autres. Merci beaucoup à vous pour cette publication. Je ne sais pas si vous avez un mot en guise de conclusion. Non, merci beaucoup. Je voudrais remercier les participants à cet échange-là. Et je voudrais ici, devant vous, vraiment remercier, je vais le dire maintenant, le frère Mathias, qui a accepté de préfacer. Une belle préface. Oui. Une très belle préface. Vous savez, je l'ai arrêté sur une short list de 2 personnes. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, pour la préface là, je ne veux pas des hommes de ma génération ou bien des hommes qui sont passés avec nous, nos anciens là. Je veux des gens plus jeunes. Oui. Le premier à qui j'ai confié ça, j'ai M. là, lui, bon, je ne dis pas son nom, il est tellement pris par des occupations qu'il n'a pas pu, et j'ai compris. Lui, j'ai tout fait pour retrouver son contact. Il a suffi que je lui envoie, je lui écrive, il m'a dit, et grand frère, envoie-moi les choses là. Il a même fini de faire sa préface avant que moi je ne termine d'écrire. Merci beaucoup. Donc, je dis que je me suis senti, disons, obligé d'écrire. Et parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. En fait, ce livre-là, c'est la suite d'un que j'avais écrit, mais qui n'a pas eu, disons, la diffusion que je leur souhaitais. Et ces frères, ces grands frères-là, qui ne sont plus avec nous, je peux citer leurs noms. Il y a eu mon doyen et patron Jérôme Carlos. Oui. Et puis après, il y a eu le grand frère aussi, Iroko Félix. Oui. Vous voyez, tous sont des historiens. Oui. Et c'est quand on discutait tout cela. Et surtout, Carlos, quand lui il est revenu, il m'a dit, Noël, il y a des choses que tu dois faire. Tout ce que tu dis là, mets ça par écrit. Toi, tu es plus indiqué que nous. Tu es plus indiqué que nous, parce que toi, tu es d'une génération qui est plus proche de ceux-là. Très bien. Donc, quelque part, c'est par respect pour ce qu'ils m'ont dit, ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est quand j'ai fini, je n'ai pas dédicacé les livres, mais ils ne voudront même pas. Mais quand j'ai fini, j'ai pensé à eux. J'ai pensé à eux parce que, pour qui connaît Jérôme Carlos, il a été un militant de cette jeunesse-là. C'est ça. Oui. Il a été un des grands. Et c'est des gens sur qui encore, même peut-être, il faut écrire. Oui, tout à fait. Bon, Iroko, lui, à l'université, c'est ce qu'il a occupé. Donc, voilà. Donc, moi, c'est juste, disons, je me suis senti, bon, personne ne m'a investi dans ça, mais je me suis senti la nécessité, la mission d'écrire pour laisser quelque chose. Bon, je dis, bon, c'est ça que moi j'ai vu, comment je l'ai compris, voilà. Très bien. Si ça peut servir pour que d'autres continuent. Parce que dans la salle ici, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la jeunesse de ce moment-là. La jute. La jute, il faut qu'il sorte la jute. Ouais. Parce que la jute, c'est pour la jeunesse, c'est dommage qu'on n'écrit pas. C'est-à-dire que l'histoire de la jute méritait d'être écrite.
pour qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'engager dans la vie politique sachent qu'il y a... À quoi s'entendre. À quoi s'entendre. Parce que les gens, il y a des gens de la ville qui ont perdu leur vie. Très bien. Monsieur Ngwe. De dire merci infiniment au douanier Alagbada de m'avoir donné, de m'avoir fait l'honneur de me permettre de préfacer son ouvrage. Il m'a donné l'occasion d'apprendre davantage sur l'histoire politique du Bénin et je lui en suis infiniment reconnaissant. J'espère que d'autres, en lisant, auront ce même sentiment que moi, que nous les Béninois, nous avons des raisons d'être fiers de ce que nous faisons. Nous n'avons pas fini de rencontrer des difficultés, c'est de la nature de toutes les sociétés humaines, mais je crois qu'on a réussi à vaincre beaucoup de défis par le passé. On a consenti des sacrifices et je pense qu'on mérite de continuer. Merci beaucoup. Voilà, et puis 10 000 francs, bon, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Merci beaucoup et d'avoir participé à ce débat. On va finir ce canapé sur une note musicale qui résume tout ceci.